Merci beaucoup. Bonjour à tous. Je vous remercie de m'accueillir parmi vous pour cette intervention dont les 10 000 kilomètres qui nous séparent font un bel exemple de cet étrange mixte d'éloignement et de présence que nous appelons maintenant le distanciel. D'entrée, je ne vous cacherai pas que, en lisant et relisant le titre qui a été donné à la journée et aussi à ma petite communication, je me suis interrogé sur le rôle qui pourrait bien être le mien dans cette problématique du refus de soins, donc par vos métiers, par vos compétences, par votre vécu, vous possédez à l'évidence toutes sortes d'éléments constitutifs d'un savoir, alors que, vous le comprendrez, je m'en trouve, par rapport à vous, relativement démuni. Situation habituelle pour le philosophe d'avoir à donner, paradoxalement, des avis à plus savants que lui. Philosopher, c'est toujours entreprendre une navigation dont le port d'attache est par principe l'ignorance et dont le mode de propulsion est l'invention et la mise en œuvre de concepts, toujours à construire, car les concepts, disait Deleuze, ne nous attendent pas tout faits comme des corps célestes. Et c'est justement un petit travail du concept que je voudrais essayer d'engager avec vous en vous proposant quelques catégories pour penser le refus et particulièrement le refus de soins. À charge pour vous, au fil des étapes de la journée, d'activer ou non ces catégories, de leur imprimer votre lecture de professionnel, de les nourrir de votre expérience, de les modifier en fonction de ce que vous voudrez vous donner à penser à travers elles. Pour ce moment, que j'ai conçu, donc, vous l'aurez compris, comme une introduction à vos travaux et non pas comme une manière de traiter à votre place le sujet. D'ailleurs, on ne m'a demandé que des repères, ce qui suppose une mise à distance. Je procéderai en 3 temps que j'appellerai, dans l'ordre, le refus et la démarche éthique, puis petite philosophie du dire non, et enfin, une pratique réfléchie de la liberté. 2 précisions d'abord, l'une de vocabulaire, j'utiliserai couramment refus de soins en sous-entendant et d'accompagnement pour désigner toute forme de refus de ce qui est proposé ou offert, ou recommandé ou prescrit dans une situation qui peut être soit de soins au sens strict, soit de réparation de la dépendance ou de la fragilité. Je n'ai pas voulu aborder le refus lorsqu'il vient du médecin, je m'en ai sera sous-entendu la distinction essentielle, bien sûr, mais que je suppose présente dans les esprits entre refus de soins et refus de traitement. La deuxième remarque concerne la conjonction et même le chevauchement des 2 champs d'action, le médical et le social, qui sont concernés par cette journée. Je relisais il y a peu un beau passage du livre magnifique qu'a écrit Rubin Augier un peu avant de mourir et qui s'appelle « Mes 1001 nuits ». Et où il expliquait, je le cite, comment en tant que malade de longue durée à l'hôpital, il se sentait comme un chômeur vieillissant et sans qualification à la recherche d'un emploi minable et mal payé. Et on voit bien par cette image glaçante tout de même la porosité de la frontière qui sépare le médical et le social, ce qui confirme qu'ils relèvent bien tous deux d'une même démarche éthique et que ce qui les différencie tient à ce qu'on pourrait appeler la pesanteur ou la densité ontologique des situations. Cela ne pèse évidemment pas le même poids et n'a pas les mêmes enjeux de rejeter l'idée de tel placement ou de refuser d'appeler un médecin ou de ne pas accepter telle aide ou bien de refuser toute aide ou bien de vouloir se soustraire à un traitement décisif ou au contraire à l'accomplissement de gestes du quotidien, sans parler des différences considérables sur lesquelles je ne reviendrai pas entre un patient hospitalisé ou à son domicile, la reconnaissance de la personne et de son identité et par voie de conséquence la prise en compte de son refus éventuel étant, comme on sait, loin d'être la même dans les 2 cas. Tous ces refus ont néanmoins, d'un point de vue éthique, une unité fondamentale parce qu'ils se situent tous sur un continuum
que nous a légué la pensée antique et qui va de Zoé à Bios. Il y avait en Grèce ancienne, deux manières de désigner la vie que nous avons conservées finalement, et dont aujourd'hui nous allons avoir besoin peut-être plus que d'habitude. D'une part, Zoé, la vie animale, la vie nue, si on peut dire, la vie qui fait parler de quelque chose de vital. Zoé, comme dans zoologie, la science des animaux vivants. Et puis d'autre part, Bios, la vie que l'on vit, la vie dont chacun, pour notre propre compte, nous écrivons le récit dans nos décisions, notre quotidien, nos projets et nos rêves. Autrement dit, la vie comme existence, le bios de biographie. Or, en pratique, aucun soin ni aucun accompagnement ne concerne exclusivement la seule Zoé ou le seul bios. Il y a toujours, si peu que ce soit, du bios dans la Zoé et de la Zoé dans le bios. Et en faisant du respect absolu de la vie la valeur suprême, complètement au rebours d'ailleurs des mœurs de l'époque, le serment d'Hippocrate, sur lequel nous reviendrons, visait à la fois bios et Zoé. Et de fait, celui qui soigne ne peut négliger la dimension existentielle de la vie du patient, ni inversement, le travailleur social, par exemple, perdre de vue les exigences, y compris les plus techniques, de la santé et de la vie saine. Cette unité des deux versants, que sont le soin et le prendre soin, avait même conduit Platon à classer la médecine dans ce qu'il appelait les arts du salut, où il mettait aussi le pilotage des navires. J'aborde donc le refus et la démarche éthique. Je considère ici le face-à-face entre d'une part le refus, variété du dire non, modalité particulière de la éthique. C'est pour bien distinguer l'éthique au sens le plus large, celui que nous utilisons couramment, celui auquel se référait Wittgenstein dans sa célèbre conférence sur l'éthique en 1929, en disant qu'elle est l'investigation de tout ce qui est bien. Et la démarche éthique proprement dite, celle qui nous intéresse là tout de suite, c'est-à-dire la recherche, souvent éperdue, de ce que nous avons à faire dans le cadre de l'action et même dans le feu de l'action, à la jonction toujours risquée et même parfois tragique des principes et du réel. Et puis, à y regarder de plus près, il y a quelque chose de surprenant dans le thème que nous nous proposons de traiter aujourd'hui. Et c'est que d'une certaine façon, sur ce qui peut ou doit être fait ou pensé ou dit en cas de refus de soins, tout semble être déjà dit. Je me garderai, par courtoisie d'ailleurs, d'anticiper sur l'intervention qui va suivre la mienne, mais on sait qu'il n'y a pas beaucoup de textes de référence qui ne répondent pas d'une façon articulée et précise aux questions soulevées par tout refus de soins. J'ai fait l'essai, j'ai ouvert le code de déontologie médicale, et si je lis les articles 6, 8, 9 et puis 34 à 40, et surtout l'article 36 portant sur le consentement qui, faut-il le rappeler, est le relief en creux du refus, je trouve là effectivement tout ce qui semble nécessaire à des décisions et à des choix éclairés et professionnels, irréprochables sans doute en matière de refus de soins. Le droit de refus, d'ailleurs, et les conditions détaillées de son exercice sont également exposés dans les grands textes fondamentaux. Je pense par exemple à quelques alinéas essentiels de l'article 16 du Code civil public ou à la loi de mars 2002 sur le droit du patient, sans parler de la jurisprudence sur ces questions, ou des innombrables études qui leur sont consacrées, ou des circulaires comme celle de mai 95, connue comme étant la charte du patient hospitalisé. Et face à un savoir aussi élaboré, et souvent assorti de son propre mode d'emploi en plus, dont l'avis numéro 87, bien connu du Comité consultatif national d'éthique, constitue une belle synthèse, il faut le dire, on peut se demander si, au fond, l'éthique ne va pas être condamnée à rester sur ces questions, une sorte de commentaire de ce qui se passe, un simple rappel, comme on a pu le dire, de bons sentiments et de grands principes. Eh bien, je pense tout au contraire, que le refus de soins est, comme tout refus, et en tant que refus, un puissant générateur de situations éthiques qui nous ouvre des perspectives, la situation éthique étant en quelque sorte homogène, puisqu'elle est elle-même issue d'un refus,
comme je vais essayer de le montrer. Pour cela, je fais ce qu'on pourrait prendre à tort pour un détour, car nous restons en vérité, malgré l'apparence, au centre de la question, je vous prie de le croire. Je m'arrête simplement un instant sur l'idée même d'éthique pour la resituer par rapport à deux autres notions avec lesquelles elle a des frontières communes, la morale et la déontologie. D'abord, la morale. Alors, il y a évidemment ce que nous appelons une région du bien et du mal, hein, un ensemble de principes, de normes, d'idéaux, sur lesquels on peut toujours débattre, mais auxquels, globalement, nous nous sentons liés, tous, par un sentiment d'obligation ou de respect. Ça, c'est la morale, c'est ce que Ricoeur appelle le royaume des normes, dans lequel on peut ranger aussi les lois et règlements, d'ailleurs, d'une certaine manière, puisqu'ils jouent le rôle de normes régulatrices de l'action et qui sont supposées avoir été délibérées en fonction de la morale admise, et donc lui être peu ou prou conforme. Ensuite, second niveau, il y a la déontologie qui, dans la plupart des situations, fixe précisément les façons de faire et qui donne des consignes, nous apportant en somme des réponses sans que nous ayons vraiment à nous poser sur le moment véritablement les questions. Elle nous dit la conduite à tenir et ça suffit fort heureusement aux besoins de l'action courante. D'ailleurs, ce qu'on appelle aujourd'hui de plus en plus souvent les bonnes pratiques, c'est une quasi-déontologie aussi. Et enfin, troisième niveau, lorsque se présentent des doutes ou des hésitations sur les choix à faire, lorsque s'avère nécessaire un débat mettant en cause tel ou tel aspect de la déontologie ou de la morale elle-même, lorsque s'impose une interrogation sur les valeurs, les normes, les principes, alors on aborde la sphère de l'éthique. Se demander, au nom de valeurs qu'on estime plus hautes ou d'idéaux qu'on juge plus désirables en la circonstance, si on doit vraiment se soumettre à tel article de la déontologie, ou si on doit accepter jusqu'au bout tel impératif de la morale, ou l'en préférer d'autres, plus pertinents, c'est cela, entrer dans l'éthique. Pourtant, on confond souvent la déontologie et l'éthique, et parfois on peut se demander si on ne les laisse pas confondre à dessein. Il faut savoir, et ça doit nous alerter, que déontologie est un faux mot grec, qu'on ne trouve dans aucun dictionnaire de grec ancien. Vous pourrez vérifier s'il vous reste un vieux bailli chez vous, mais c'est de plus en plus rare, car c'est une fabrication de circonstances que ce mot de déontologie. Il est construit sur déon, ce qu'il faut, ce qu'il ne faut pas, et sur logos, bien sûr, et cette idée dans logos du déon, c'est-à-dire d'une science du il faut, du il ne faut pas, est due à Bentham, un philosophe utilitariste anglais du XVIIIe, XIXe siècle, précurseur du libéralisme, et elle entretient depuis l'illusion que la déontologie et l'éthique, au fond, c'est à peu près la même chose, ça a la même origine, le même statut, le même poids, la même signification. Eh bien, il n'en est rien, car l'éthique et la déontologie représentent deux démarches différentes et à beaucoup d'égards opposées. Et ça n'est pas sans importance pour le sujet notamment que nous allons traiter. D'abord, une déontologie est par définition professionnelle. Elle est pour un métier donné un code de l'interdit et de l'obligatoire. Les deux pôles qui enserrent la liberté, la prenant en tenaille, ne la tolérant que résiduelle et, nous le voyons aujourd'hui, de plus en plus limitée. Elle est un code fixe pour des situations types, un système de décision toute prête, une source a priori d'injonction. Si vous m'autorisez, même quitte à perdre encore quelques minutes là-dessus, je prendrai sur ce point un exemple qui a l'avantage d'être extérieur à notre domaine de prédilection et d'intérêt. Il est extérieur au domaine de l'action médicale et médico-sociale et il est donc à la fois neutre et de portée très large. Il s'agit du texte, n'en lirai qu'une ligne, d'un code de déontologie qui doit être signé lors de l'embauche par tous les employés d'une caisse de crédit, c'est-à-dire d'une banque étrangère et francophone, pour ne nommer personne. Je lis. La raison d'être du présent code est d'établir les règles qui régissent la conduite professionnelle et morale des administrateurs, des dirigeants, des employés et des bénévoles de la caisse. Tous sont tenus de s'acquitter de leurs fonctions, écoutez bien, je suis en train d'essayer de retrouver mon texte, avec intégrité, de bonne foi et dans l'intérêt de la caisse.
Alors ce texte nous donne à penser magnifiquement et surtout il nous permet de faire un superbe voyage. Avec le tout début, la mention de l'intégrité, on peut se croire dans le royaume des normes. Avec la suite et l'évocation de la bonne foi, on peut apercevoir encore, si on passe rapidement, une espèce de champ de bataille de l'éthique. Mais avec les terribles derniers mots, dans l'intérêt de la caisse, on a changé de monde. On est dans la déontologie professionnelle et en l'occurrence, puisqu'il s'agit de banque, dans la logique sans pitié du profit. On voit donc que la délimitation entre la déontologie et l'éthique et le passage de l'une à l'autre, quand la déontologie devient problématique, c'est-à-dire dès que s'engage un débat avec soi-même sur les valeurs et les idéaux en cause dans une situation concrète, c'est ce que fera d'ailleurs l'employé de banque en se demandant un beau matin si par humanité, il ne doit pas prolonger gratuitement le découvert d'un client, père de famille, au bord de la ruine, même si cette décision ne va pas dans l'intérêt de la banque qu'il a pourtant juré de défendre, et n'est donc pas conforme à la règle déontologique, mais pas du tout morale au fond, qui en principe s'impose à lui. La frontière apparaît donc ici nettement. Dans la déontologie, il s'agit de se conformer, donc d'obéir, certes de manière éclairée, et pas que dans les banques, alors que dans l'éthique, il s'agit de décider de l'action juste et de la qualité de notre contribution à la marche du monde, autrement dit d'être libre. L'éthique, c'est avant tout une libre interpellation du savoir et du pouvoir. Telle est en tout cas la consubstantialité de l'éthique et du refus de soins que je vais maintenant tenter de replacer, quitte à paraître m'éloigner encore, dans l'ensemble plus vaste de cette petite philosophie qui correspond à la sympathique demande qui m'a été faite par les organisateurs, je ne vous le cache pas, je les cite, de donner une épaisseur à la notion de refus, y compris dans d'autres sphères que le soin. C'est en tout cas la commande que j'ai reçue, en raison, je suppose, de quelques réflexions que j'avais consacrées au dire non en 2017, à l'occasion de la commémoration des 500 ans de la Réforme, qui est le premier grand refus des temps modernes. Et je l'avais fait dans un texte dont on trouve trace encore aujourd'hui dans un portail suisse de philosophie bien connu. Bien entendu, on ne doit pas mettre tous les refus sur le même plan. Les refus de soins, qui portent la marque en général du doute, de la souffrance, de la crainte, de la désespérance, etc., ne sont pas tous des refus héroïques, mais ils ont souvent, semblera peut-être pas sans intérêt, de vous demander en arrière-plan de ce que je vais vous dire à présent, et sans pour autant cesser d'écouter, je l'espère en même temps. Quelle place ils occupent dans ce qui est leur lieu naturel, le dire non humain, que je vais tenter d'esquisser en donnant au moins les contours. Il faut dire d'abord que l'intérêt d'une éthique du refus, c'est qu'elle prend complètement à revers l'idéologie du consensus dans laquelle nous vivons, dans laquelle nous baignons tous les jours. Elle s'oppose aux positivités triomphantes de la modernité que nous subissons et elle proclame que c'est la négation qui est créatrice et non pas l'affirmation, comme le prétendent les discours convenus, les discours officiels et les conditionnements médiatiques. Pensons par exemple, je prends un exemple historique volontairement, à l'idéal humanitaire que Henri Dunant, le fondateur de la Croix-Rouge, a tiré des horreurs de la bataille de Solferino en 1859. Il l'a vu de ses yeux, il a vu ces horreurs, et il a aussitôt inventé la Croix-Rouge qui ouvrira effectivement en 1863. Il est très clair là que l'idéal de paix a été le fils tardif de la guerre. De la même façon que l'idée de repos est fille de la descendante en ligne directe des souffrances que nous inflige le labeur, et même, pour revenir à notre sujet de plus près, que c'est dans le rapport à sa propre négation de la maladie que la santé elle-même trouve finalement son sens. Toujours l'émergence des positivités intervient en rupture par rapport aux négativités correspondantes. Or, c'est justement ce que le système de la modernité que nous vivons voudrait nous faire oublier. Vous avez sans doute remarqué que par les temps qui courent, le désaccord, quel qu'il soit, a mauvaise presse.
S'il en survient un qu'on n'a pas su empêcher, il est vite mis sur le compte d'un échec de la communication, c'est qu'on a mal expliqué, et il faut faire plus de pédagogie selon la formule consacrée. L'idéal est à présent le consensus. Le seul problème, c'est que le consensus est un accord qui justement n'a pour fondement que l'absence de refus. C'est donc le moment de la négativité productrice, c'est-à-dire la positivité de la négation. L'idée de refus recouvre un ensemble large allant du simple énoncé négatif à toutes les variétés du dire non. Le démenti, la dénégation, la dissension, le désaveu, la protestation, la résistance, dans l'ordre de la pensée comme dans l'ordre de l'action. Je vais donc tenter d'explorer le refus selon 3 phases comme il convient: ontologie ou en tout cas description, épistémologie et pour finir éthique. Premièrement, ontologie du refus. Je la dessine en grands traits. Le refus est l'arrière-plan de l'existence des hommes, il est sa trame. C'est le refus qui trace la délimitation entre l'humanité et l'animalité, car l'animal fait principalement ce que lui dicte son corps. Et seul l'homme est capable de se dire complètement non, de se refuser à lui-même. L'âme, disait justement Alain, c'est ce qui refuse le corps. L'âme, ajoutait-il, c'est ce qui refuse de fuir quand le corps tremble, je cite Alain là-dessus, ce qui refuse de frapper quand le corps s'irrite, ce qui refuse de prendre quand le corps désire. Penser aussi, c'est dire non, dira Alain un peu plus loin, car réfléchir, c'est nier ce qu'on croit d'abord. Mais une ontologie du refus doit porter sur la diversité du dire non, car refuser peut être aussi protester, contester, se soustraire, se rebeller. Le dire non du refus a 1000 nuances, et pensons, j'en dis quelques-unes, pensons au veto, ce refus absolu qui tient sa force herculéenne de ce qu'il peut s'élever solitaire quand tous les autres disent oui. Pensons au refus indirect qui se prête à une interprétation sans fin de la désapprobation, de la désobéissance, de la dénonciation, du démenti, de l'objection, du retrait, de la démission. Pensons au refus militant, exprimant une fin de non-recevoir opposée à l'ordre des choses, tel qu'on peut le retrouver dans l'insoumission ou l'insurrection. Pensons au refus symbolique qu'on voit dans l'indignation, si bien incarné par le mouvement des Alignés, assis sur les marches de l'Opéra Bastille ou sur d'autres marches, dans une dénonciation silencieuse, mais d'une rare force. Pensons au refus intérieur, inébranlable et sans merci, décrit par exemple par Vercors dans Le silence de la mer. Vous savez, lorsqu'un vieil homme et sa fille s'opposent à l'officier allemand qui sont tenus des bergers sous l'occupation, un silence qui est une impressionnante négation de sa présence et une envoûtante manière de l'exclure du monde. Le lexique en atteste d'ailleurs, et l'énoncé refus de a toujours une beaucoup plus grande force que celle des acceptations. Les exemples de dans refus de la misère, refus de vente, refus de vote qui n'est pas du tout l'abstention, refus de priorité et aussi radical, polyvalent et splendide dans un registre plus militaire, refus d'obtempérer. Il faut donc faire place à une analyse de l'intensité du dire non et du refus qui, lorsqu'il devient chronique, par exemple, se transforme en style de vie ou devient un mode de relation au monde. On pense ici au refus nihiliste, au refus nietzschéen ou au refus intraitable, où les armes sont mises au service d'une vérité supérieure dans un combat sans fin. Ça existe hélas de par le monde. Et à tous les cas où le refus est si désespéré qu'il devient lui-même un espoir, comme par exemple celui des prisonnières de la tour de Constance, enfermées des dizaines d'années dans des conditions abominables parce qu'elles refusaient d'abjurer leur foi. Elles avaient gravé sur la margelle d'un puits le mot « résister », qu'on peut voir encore aujourd'hui et qui est un monument du dire non humain. Mais il faut penser aussi à l'autre bout de l'échelle d'intensité du refus, à la puissance infinie des refus minuscules, comme celui de Bartleby, vous savez, le personnage de Belleville, engagé comme copiste dans une étude de notaire, qui d'abord est très consciencieux et puis qui se met à refuser certains travaux de plus en plus nombreux avec la pas, jusqu'à ne plus travailler du tout et devenir par ce refus lisse, par cette réticence chronique. La réticence est un refus distillé finalement, le symbole de la résistance passive qui finalement sape l'ordre établi. Se pose en même temps, beaucoup plus grave, la question du refus comme risque.
C'est-à-dire la difficulté majeure qu'on rencontre lorsqu'en refusant une chose qui existe, on est obligé de s'en remettre à une chose qui n'existe pas ou pas encore. C'est-à-dire lorsque le refus semble conduire à l'inconnu ou au néant. C'est souvent le cas d'un refus de soins. Pour prendre un exemple historique et politique, 4 août 1789, mettre fin à l'Ancien Régime puisqu'on n'avait pas élaboré le modèle qui allait le remplacer. On n'aurait pas pu non plus répondre à l'appel du général de Gaulle en juin 1940, faute d'imaginer par avance le schéma de ce qui allait arriver, généralisation du conflit, montée en puissance des résistances et entrée en guerre de l'URSS. Ce qui montre d'ailleurs que répondre à cet appel n'était pas tant un acte d'adhésion qu'un acte pur de refus, et qu'un authentique refus ne s'appuie pas sur ce qui est possible, mais au contraire se dresse pour décider ce qui sera possible. Paradoxalement, le refus est la source du possible et non pas sa limite. Refuser en l'absence d'hypothèses alternatives, c'est-à-dire en l'absence de solutions de rechange, n'est pas du tout une circonstance particulière, même méritoire, du dire non. Elle en est au contraire l'essentiel. Refuser, ce n'est pas délaisser une option au profit d'une autre, c'est rejeter une solution qui paraissait unique et qui voulait s'imposer à ce titre. Le vrai refus en ce sens, c'est de consentir à se priver d'issue et se mettre soi-même dans la périlleuse obligation d'inventer, situation qui est précisément celle du questionnement éthique. Refuser, ce n'est pas simplement faire un choix négatif, c'est faire connu, c'est une mise en cause de l'ordre des choses, et c'est essentiel à la fonction émancipatrice du refus. L'homme du refus est en vérité un flambeur. Qu'est-ce qu'un flambeur? C'est un joueur qui non seulement est prêt à perdre, ce qui après tout est normal puisqu'il mise, mais que sa passion et sa folle attente d'un improbable salut rend prêt à tout perdre. On retrouve là les origines du refus en Occident. Ce serait passionnant, mais je n'aurai pas le temps. Je vous indique simplement les 3 sources grecques du refus sur lesquelles a vécu depuis l'Occident. Je n'en dis que 2 mots. Il y avait d'abord eu le refus d'Ulysse. Souvenez-vous, au champ 5 de l'Odyssée, Calypso lui propose un marché. S'il accepte de demeurer avec elle, s'il veut en échange devenir immortel et demeurer éternellement jeune, autrement dit, s'il veut avoir un statut divin, il reste avec elle. Et là, contre toute attente, Ulysse dit non. Il préfère retourner voir Pénélope. Il préfère rentrer chez lui. Il préfère sa condition de mortel. Et avant une dernière scène d'amour digne d'un scénario hollywoodien d'ailleurs, dans l'Odyssée, il oppose à Calypso une sorte de refus héroïque de l'immortalité. C'est le premier grand refus existentiel de l'Occident, c'est-à-dire un refus par lequel il apparaît que seul Ulysse peut décider pour Ulysse. Le second temps sera celui d'Antigone, je n'insiste pas, mais vous le connaissez mieux, c'est plus connu. Elle refuse l'ordre de son oncle, roi de Thèbes, de laisser sans sépulture son frère Polynice, et en bravant cet enlèvement absolu et sans médiation possible, elle crée un refus éthique et politique d'une profondeur abyssale, dans lequel tout refus pourra trouver son origine désormais, sa place ou son sens. Et enfin, évidemment, le refus émancipateur de la philosophie. Socrate, maître du refus, qui refuse de transiger sur la vérité, et par cette continuelle dissidence qu'il entretient, qu'il institue, la dissidence étant une forme suprême de refus larvé, d'ailleurs. Il installe le refus philosophique dans sa fonction de subversion, qui en est restée depuis la caractéristique. Sartre, qui a toujours été l'homme de tous les refus, et pas que du Nobel, disait très bien que c'est en refusant jusqu'à ce que nous ne puissions plus refuser que nous sommes libres. Et de même, d'ailleurs, l'homme révolté de Camus est un homme qui dit non, mais qui, en disant non, ne renonce pas. Et donc, d'une certaine façon, dit en même temps oui. Les refus de ce type ont installé la subversion aussi dans le champ du savoir. Je le mentionne juste pour ceux que ça pourra intéresser en y pensant ce soir sur la route du retour. Il y a 2 choses à citer, bien sûr, dans le domaine du savoir à propos du refus. Le texte sublime du discours de la servitude volontaire de la Boétie en 1547-1548,
avec la thèse libertaire du refus libérateur. Si un pouvoir s'exerce sur nous, c'est que nous y consentons. Soyez résolus à ne plus servir et vous serez libres. Autrement dit, la première cause de votre servitude, c'est vous, parce que vous oubliez votre liberté, ce qui fait que vous ne savez plus même dire non. Ce manifeste de l'émancipation trouvera bien plus tard un magnifique écho dans les premiers mots du texte de Kant. Qu'est-ce que les Lumières? Celui où figure, vous savez, l'illustre devise sapere aude et le courage de te servir de ton entendement, ce qui annonce une magistrale méthodologie du refus. Mais je reviens au refus par excellence, celui qu'on oppose à ce qui est d'abord présenté comme la seule voie possible, ce qui est le cas d'ailleurs de la prescription médicale souvent. Celui qu'on oppose à ce qui est d'abord présenté comme la seule voie possible, celui qui s'élève pour faire barrage à ce que dans l'inénarrable vocabulaire contemporain, on dit incontournable, et qu'on contourne souvent finalement. De la même façon qu'on n'aurait pas dû en principe, j'y reviens, faire la nuit du 4 août avant que l'Assemblée constituante réorganise la France, de même qu'on n'aurait pas pu en principe répondre à l'appel du 18 juin 1940 sans connaître le conflit qui allait suivre, il serait à présent impossible de mettre en cause le système mondialisé, de refuser la façon dont va le monde, qui est passablement calamiteuse, il faut tout de même le dire, tant qu'on n'est pas en mesure de proposer une alternative, alors que celle-ci dépend à l'évidence d'une invention de l'humanité qui est encore à venir. J'ai repris ici les exemples historiques que j'avais cités, mais toute proportion gardée. Les refus de soins sans visibilité, si je puis dire, relèvent d'un schéma qui n'est pas si différent, et je vous laisse, pour la suite, transposer au refus de soins autant d'éléments de cette petite philosophie du dire non que vous voudrez, car vous l'aurez sans doute remarqué au passage, ou vous ne tarderez pas à le faire, ce ne sont pas les analogies qui manquent. Quoi qu'il en soit, nous avons bien vu que le refus est la figure du possible, le temps fort de toute émancipation et le geste premier de la liberté, et qu'une éthique du refus est une éthique non pas de l'insurrection, mais de l'espérance. Et c'est ce qui nous conduit pour finir à parler, comme annoncé, de l'éthique du refus de soins en tant que pratique réfléchie de la liberté, d'une formule que j'emprunte à Michel Foucault. La question qui se pose en cas de refus de soins n'est pas seulement, même si c'est essentiel, de savoir ce qu'est et ce que dit ce refus, ni ce qu'est ou ce que dit la rupture que ce refus provoque dans le cours jusque-là bien réglé des choses. Je n'aurai d'ailleurs pas le temps de vous proposer une classification des refus de soins à partir de leur visée, vous le ferez tout à l'heure mieux que moi, mais je citerai quelques-unes de ces visées en vrac telles qu'elles me viennent. Ça peut être le désir de garder un contrôle sur le cours des choses, une demande déguisée d'une écoute différente, une tentative pour avoir le dernier mot, un pied de nez désespéré à un destin contraire, une perte d'intérêt pour la vie ou pour l'existence, revoilà Bios et Zoé, ou même une haine contre ceux qui veulent faire le bien des autres sans tenir compte de leur avis, comme dans les carnets du sous-sol de Dostoïevski qui sont cités ce mois-ci par Philosophie Magazine à propos des protestations contre les mesures sanitaires anti-Covid. De toute façon, d'un point de vue éthique, il n'y a pas de refus semblable. Et en même temps, il n'y en a pas de différent, car la dignité ne se détaille pas. En fait, pour celui qui essuie le refus, puisqu'on dit essuyer un refus, comme on dit essuyer une tempête, essuyer un revers, essuyer de lourdes pertes, pour celui qui essuie le refus, donc la question est que répondre à ce refus, que faire de lui? D'ailleurs, il s'agit paradoxalement de chercher la réponse à donner, ce qui n'était pas une question, puisque le refus de soi n'est pas une question, mais une réponse déjà, une réponse à la prescription à laquelle il s'oppose frontalement. Aussi bien, sur la conduite à tenir, il faut bien dire qu'on traite souvent le refus de soins, au moins implicitement, mais souvent à juste titre d'ailleurs, comme un intrus. Et qu'on peut même être tenté d'aller, j'imagine, quand on est du métier, au-delà des textes qui fixent des limites à l'autonomie du patient et donc à son droit de dire non. Par exemple, lorsque par son refus, il risque de se porter préjudice à lui-même, ou bien qu'on voit qu'il risque de créer un conflit insoluble en matière de responsabilité juridique ou morale pour celui qui le soigne ou pour l'institution. C'est que, une fois ces points vérifiés, c'est-à-dire une fois franchie la dernière protection fournie par la déontologie, plus rien ne permet d'arbitrer vraiment le conflit entre les attentes normatives de l'auteur de la prescription et le libre choix de son bénéficiaire.
Les recommandations de l'année 87, déjà citées, mettent en évidence qu'une fois le refus acté, si on peut dire, c'est-à-dire au moment précis où s'exerce l'infinie liberté du patient, qui n'a finalement que des droits, jaillissent ensemble la responsabilité et la solitude du soignant, qui lui semble symétriquement n'avoir que des devoirs. Je me place, je le rappelle, d'un point de vue éthique et non pas juridique. L'épisode du refus de soins assure donc le déclenchement par le patient, et non pas pour une fois par le professionnel, du passage de la déontologie à l'éthique dont nous avons parlé tout à l'heure. Mais en ouvrant cette perspective, il entraîne la mise à l'épreuve de la liberté du prescripteur et il donne le signal d'un intense, en le sachant ou en l'ignorant d'ailleurs, d'un intense moment de vérité des valeurs. À cet instant, en effet, rien ne dit plus ce qu'il faut faire pour bien faire, rien ne permet d'échapper à la contingence de l'action, la démarche éthique est là, en fusion dans l'événement dont elle a émergé et auquel d'ailleurs elle ne survivra pas. Et pour un temps, se trouve ainsi rétablie dans ce qu'elle a de fondamental, l'éthique hippocratique. Et je vais en terminer avec ça. Il faut rappeler qu'avec le serment d'Hippocrate, je parle ici du texte d'origine du serment, du texte pythagoricien, en 9 articles selon la technique des anneaux imbriqués. Avec le serment d'Hippocrate, donc, s'est produite pour la première fois dans l'histoire du monde, la transformation, probablement dans l'histoire du monde, la transformation d'une simple pratique, le soin, en une activité professionnelle authentique, la médecine, par son inscription et par sa seule inscription dans un espace subitement défini non plus par des objectifs, des techniques ou des procédés, mais par des valeurs. Et on sait bien depuis qu'il faut prendre garde à ne jamais faire l'inverse, qu'il ne faut jamais renoncer à cet encadrement par les valeurs au profit d'un retour cynique à l'encadrement par des objectifs ou à la régulation par des situations de fait. Et c'est même pour ça que l'éthique médicale est devenue ensuite le modèle de toute éthique. Bien au-delà des interdits et des devoirs qu'il énonce, le serment, qui n'est évidemment pas un simple texte déontologique, comme on le croit à tort, le serment d'Hippocrate n'est évidemment pas un texte interdisant le PCR adoptif ou l'interdiction des poisons. Le serment a ouvert un espace éthique en posant que c'est de la conscience du praticien aux prises avec la complexité du réel et l'imprédictible nouveauté de chaque situation, que relèvent désormais les choix éclairés et justes. C'est dans chaque cas, à la totalité de son savoir, de son savoir-faire, de son expérience, de ses convictions, de sa philosophie et, bien sûr, des idéaux du royaume des normes, que celui qui soigne ou accompagne aura à se référer pour discerner ce que Aristote, à son tour, dans l'éthique à Nicomaque, appellera la droite règle, orthos logos, la droite règle dans les circonstances difficiles de l'action. Et à la question de savoir que faire devant un refus de soins, le serment répond. Il répond d'ailleurs à tout. Et sa réponse est comme toujours la suivante. Premièrement, agir selon l'art, c'est-à-dire au nom du savoir et du savoir-faire disponible. Deuxièmement, agir dans le seul intérêt du patient et donc de ce que révèle son refus, donc au seul bénéfice de l'autre et non de soi ou de la corporation ou de l'institution ou de quelque tiers intéressé quel qu'il soit. Et enfin, troisièmement, agir par un investissement de la personne à titre personnel, c'est-à-dire même si c'est par l'échange et en équipe que se vit et que se répare le choc du refus, sans dilution complète de responsabilité dans un collectif qui est souvent insaisissable. L'éthique, c'est d'assumer le risque de choix qui nécessite non pas l'application de règles établies à l'avance, mais l'invention d'une règle là, unique, pour le cas singulier qui se présente. C'est ce que Kant appelait un jugement réfléchissant par opposition au jugement déterminant, qui lui est au contraire l'application d'une règle déjà établie à un cas particulier. En tout cas, cette question du refus de soins que nous sentons si actuelle, et dont l'actualité est soulignée encore par la pandémie, et c'est un sujet qui n'est pas voulu aborder, bien sûr, est une des premières que se sont posées justement les premiers médecins, les médecins hippocratiques, les praticiens hippocratiques, et ce n'est pas par hasard. Platon, observateur avisé de la médecine naissante, remarque au livre 4 des lois qu'il existe en réalité deux façons de soigner. Alors, je vais vous en donner connaissance en insistant sur l'actualité qui ne peut pas vous frapper de ce que dit Platon sur ce point.
Il dit, je le cite, « D'un côté, il y a le médecin qui ne prescrit rien au malade avant de l'avoir persuadé d'une façon ou d'une autre. » C'est clair. On voit qu'il s'agit là d'une médecine libre, et libre au sens athénien du terme aussi, le statut d'homme libre. Mais le texte indique ensuite qu'il existe une deuxième médecine pour les serviteurs et pour les esclaves. Et là, le médecin, sans doute lui-même esclave quant à son statut, se comporte d'une toute autre façon. Et je vous lis les 3 lignes de l'analyse implacable et d'une actualité saisissante que fait Platon de cette autre pratique radicalement opposée à la première. Aucun des médecins de ce genre ne donne d'explication à ceux qu'ils soignent, ni n'en accepte, mais avec une arrogance qui s'apparente à celle d'un tyran, et après avoir prescrit ce qu'il croit être le mieux, et comme s'il savait parfaitement à quoi s'en tenir et s'il était sûr de son fait, il s'en va et court soigner un autre malade. Je vous laisse sous le choc du réalisme de cette analyse. Voilà qui montre pour finir, et ce sera ma conclusion, que la question du refus de soins n'est pas, au fond, n'est pas juste en tout cas, un chapitre parmi d'autres de l'éthique du soin et de l'accompagnement. Elle est plutôt un redoutable révélateur, elle est surtout un redoutable révélateur de ce qui est en réalité la condition même de toute pratique médicale ou sociale qui peut se dire humaniste, la rencontre entre 2 libertés. Et nous avons entrevu au passage que l'humanisme, c'est ce qui consiste à ne jamais réduire bios à zoé. Je vous remercie de votre attention en mesurant tout ce qu'elle avait de méritoire. Merci.